Je suis allé faire la surprise à mon mari en lui apportant le déjeuner à son bureau. Quand j'ai vu la voiture de mon mari garée, j'ai décidé de lui faire une surprise. Je me suis caché derrière le siège et suis restée silencieuse, m'attendant à ce qu'il vienne. Quand j'ai vu qui était assis à côté de lui dans la voiture et ce qu'il disait de moi, cela m'a laissé sans voix. Le cuir de la banquette arrière était froid contre ma joue. Je retenais mon souffle, recroquevillé en boule derrière le siège du conducteur de la BMW de mon mari. Un sourire stupide sur mon visage, comme une adolescente jouant à cache-cache. Les boîtes repas que j'avais passé 2 heures à préparer étaient à côté de moi dans un sac isotherme. Ses pâtes préférées, un tiramisu fait maison. Tout fait avec amour. J'allais lui faire une surprise. Mon Dieu, j'étais tellement idiote. J'ai entendu des pas approcher. 2 paires. Mon cœur a bondi d'excitation. Peut-être qu'il marchait avec un collègue. J'attendrai qu'il monte, puis je surgirai pour le surprendre. J'imaginais son visage s'illuminer, ce sourire chaleureux dont j'étais tombée amoureuse il y a 12 ans. La portière de la voiture s'est ouverte. Le véhicule a bougé alors que quelqu'un s'installait dans le siège du conducteur. Puis la portière passager s'est ouverte. « Tu es sûr que personne ne nous a vus » a dit une voix de femme. Mon sang se glaça. « Détends-toi » a répondu mon mari. Sa voix était différente, plus légère, plus jeune en quelque sorte. Tout le monde pense que je suis à la réunion du centre-ville. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Chaque muscle de mon corps s'est bloqué. Mon Dieu, j'en avais besoin. La femme a soupiré. Être avec elle toute la journée, prétendre m'intéresser à ces histoires ennuyeuses, à ces tentatives pathétiques d'être intéressante. Je mérite un Oscar. Mon mari a ri. A vraiment ri. Ne m'en parle pas, a-t-il dit. Hier soir, elle a essayé de commencer à faire l'amour en portant cette lingerie ridicule. J'ai failli ne pas pouvoir garder mon sérieux. C'est comme mettre un ruban sur une voiture d'occasion et l'appeler neuve. La femme a gloussé. Ce gloussement. Je connaissais ce gloussement. Non, non, non. Pauvre petite chose, a dit la femme, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Elle pense vraiment que tu l'aimes encore. C'est presque triste à quel point elle est inconsciente. La stupide conne n'a aucune idée, a dit mon mari. Aucune idée que depuis 3 ans, je planifie tout. L'entreprise est presque entièrement à mon nom maintenant. La maison, les comptes, je déplace de l'argent depuis des mois. Quand je demanderai le divorce, elle se retrouvera avec rien. Et elle ne se doutera jamais que c'était moi. La femme a dit sa meilleure amie. Celle à qui elle confie tout. Ma sœur. La femme dans la voiture de mon mari était ma sœur. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Des larmes coulaient sur mon visage, chaudes et silencieuses. Les boîtes repas appuyaient contre mes côtes. Je voulais mourir. Je voulais disparaître. Je voulais que ce soit un cauchemar dont je pourrais me réveiller. Mais c'était réel. Et à ce moment-là, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Il s'est brisé en 1000 morceaux tranchants comme des rasoirs. Et chaque morceau voulait du sang. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. Laissez-moi vous parler de la femme que j'étais. La femme qui est morte dans cette voiture. Son nom était Elena Marie Castellano. Elle avait 38 ans, bien qu'elle se sentît plus vieille ces derniers temps. Chaque douleur et chaque courbature un rappel que la jeunesse s'envolait. Elle enseignait la littérature américaine au Riverside Community College, un poste qu'elle occupait depuis 14 ans. Elle aimait ça malgré le salaire médiocre et les étudiants qui s'endormaient parfois pendant ses cours sur Hemingway et Fitzgerald. Elle avait rencontré Eden Whitmore à un vernissage dans la ville il y a 12 ans. Elle y était avec des amis du travail. Elle avait des amis à l'époque, avant que toute sa vie ne tourne autour du fait d'être une épouse. Il était là pour un client, un artiste qu'il conseillait sur des opportunités d'investissement. Il l'avait approché près de la table des vins. Grand, beau de cette manière propre sur lui, professionnel. Cheveux noirs, yeux bleus, costume cher. Il lui avait souri et dit, « Vous avez l'air de comprendre vraiment l'art, contrairement à tous les autres ici qui prétendent être cultivés. » Elle avait ri.
Ils avaient parlé pendant 2 heures. Il lui avait demandé son numéro. Elle le lui avait donné, le cœur battant de possibilités. Leur premier rendez-vous était dans un restaurant italien de Little Italy. Il avait commandé les papardelles au ragoût de champignons sauvages et avait insisté pour qu'elle y goûte. Elle en était tombée amoureuse, peut-être avait-elle commencé à tomber amoureuse de lui aussi. Il avait été attentif, charmant, intéressé par tout ce qui la concernait. Quel livre aimait-elle? Quels étaient ses rêves? Qu'est-ce qui la rendait heureuse? Elle lui avait tout raconté. S'était ouverte d'une manière qu'elle faisait rarement. Lui avait parlé de la perte de ses parents quand elle était jeune, d'avoir élevé sa petite sœur, de son amour pour l'enseignement, de ses rêves discrets d'écrire peut-être un roman un jour. Il avait tout écouté, semblait sincèrement intéressé, lui avait donné l'impression d'être vu d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ils étaient sortis ensemble pendant 8 mois avant qu'il ne la demande en mariage. Une demande discrète à la maison, juste 2, une bague simple. Elle avait dit oui sans hésitation. Ils s'étaient mariés à la mairie avec seulement quelques amis. Rien d'élaboré. Aucun d'eux ne voulait un grand mariage. Elle avait porté une simple robe blanche. Il avait porté un costume. Ils avaient échangé leurs vœux, s'étaient embrassés et avaient commencé leur vie ensemble. Les premières années étaient bonnes, vraiment bonnes. Ils avaient acheté une maison ensemble, une maison coloniale de 4 chambres en banlieue, trop grande pour 2 personnes, mais ils parlaient d'enfants, de remplir ces pièces vides de bruit, de vie et de joie. Elle était tombée enceinte 2 fois, avait fait une fausse couche les 2 fois. Après la seconde, quelque chose s'était brisé en elle. Elle était tombée dans une dépression qui avait duré des mois. Eden avait été un soutien à l'époque, ou du moins c'est ce qu'elle avait pensé, la tenant dans ses bras quand elle pleurait, lui disant que ça irait, qu'il continuerait d'essayer. Mais après un certain temps, ils avaient arrêté d'essayer, arrêté d'en parler. La chambre vide était restée vide. Elle s'était jetée dans le travail, dans le rôle d'épouse, dans la transformation de leur maison en foyer. Elle avait appris à cuisiner ses plats préférés, garder tout propre et organisé, essayer d'être la partenaire parfaite. Et quand Victoria était arrivée 8 ans après leur mariage, brisée et désespérée, Elena l'avait accueillie sans hésitation. Victoria, sa petite sœur, 3 ans de moins, mais paraissant toujours plus jeune que ça. L'enfant terrible, la belle, celle qui avait quitté leur petite ville natale pour New York à 18 ans, déterminée à devenir mannequin et actrice, quelque chose de glamour et d'excitant. Leurs parents s'étaient inquiétés pour elle. Lui envoyaient de l'argent qu'elle dépensait probablement en fêtes et en vêtements de marque. L'appelait chaque semaine en la suppliant de rentrer à la maison, de se ranger, d'être plus comme Elena. Pourquoi ne peux-tu pas être responsable comme ta sœur, avait dit leur mère plus d'une fois. Elena a un bon travail, un bon mari. Elle construit une vie stable. Victoria avait levé les yeux au ciel parce que, je ne suis pas ennuyeuse comme Elena. Je veux vraiment vivre, pas seulement exister. Ça avait fait mal. Mais Elena n'avait jamais rien dit. Elle souriait simplement et changeait de sujet. C'est ce qu'elle était. La pacificatrice, la responsable, celle qui ravalait ses sentiments blessés pour que tout le monde soit heureux. Quand leurs parents sont morts, un chauffard ivre, une nuit pluvieuse, parti en un instant, Victoria s'était complètement effondrée. Elle était arrivée à la porte d'Elena 6 mois plus tard avec 2 valises et du mascara coulant sur son visage. Je n'ai nulle part où aller, avait-elle sangloté. Je suis fauchée, Elena. Je suis tellement fauchée et tellement perdue, et je ne sais pas quoi faire. Tous ceux que je croyais être mes amis ont disparu quand je n'ai plus eu d'argent. Les agences de mannequins m'ont laissé tomber. Je ne peux pas payer mon loyer. Je n'ai rien. S'il te plaît, j'ai besoin de ma grande sœur. Que pouvait faire d'autre Elena? Victoria était la seule famille qui lui restait au monde. Leurs parents étaient morts. Pas de tante ni d'oncle, pas de cousin, juste elle. Bien sûr que tu peux rester, avait dit Elena, tenant sa sœur en sanglots. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Eden n'avait pas été ravi. Elle l'avait vu sur son visage même s'il essayait de le cacher. C'est combien de temps, aussi longtemps qu'elle en a besoin, avait-il demandé cette nuit-là, quand Victoria dormait dans la chambre d'amis. Je ne sais pas, quelques mois. Juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Elena, elle a 32 ans. Elle devrait être capable de prendre soin d'elle-même. Elle vient de perdre nos parents. Elle a besoin de soutien. Eden avait soupiré. D'accord,
mais fixe des limites, d'accord? C'est notre maison, notre espace. Ne la laisse pas prendre le dessus. Je ne le ferai pas, avait promis Elena. Mais d'une manière ou d'une autre, les mois s'étaient transformés en années. Victoria avait trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. À peine le salaire minimum, mais c'était quelque chose. Elle avait commencé une thérapie, allait à la salle de sport, semblait aller mieux, et Elena avait été si fière d'elle, si heureuse de voir sa sœur s'épanouir. Elle n'avait jamais remarqué combien de temps Victoria et Eden passaient ensemble. N'avait jamais trouvé étrange de rentrer à la maison et de les trouver en train de rire dans la cuisine. N'avait jamais remis en question les blagues privées qu'ils semblaient développer. Victoria est vraiment drôle une fois qu'on la connaît, avait dit Eden une fois. Je vois pourquoi tu l'aimes tant. Elena avait été contente, heureuse que son mari et sa sœur s'entendent bien. Quelle bénédiction. Elle avait pensé que les deux personnes qu'elle aimait le plus aimaient aussi. Mon Dieu, elle avait été si stupide, si aveugle, si pathétiquement, tragiquement naïve. C'était la femme qui était montée sur la banquette arrière de la voiture d'Eden avec des pâtes faites maison et un cœur plein d'amour. Cette femme était morte maintenant. Et bon débarras. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je ne pouvais pas. Au lieu de ça, j'ai conduit sans but à travers la ville, mon esprit tourbillonnant, essayant de traiter ce que j'avais entendu. 3 ans. Il me trahissait depuis 3 ans. J'ai repensé, essayant de déterminer quand ça avait commencé. Il y a 3 ans, c'était l'été, 5 ans après que Victoria a emménagé. Que se passait-il à l'époque? J'étais stressé par le travail. Le collège subissait des coupes budgétaires. Mon département était menacé de licenciement. Je passais de longues heures en réunion à me battre pour sauver des emplois, à peine à la maison. Eden voyageait beaucoup pour le travail. Du moins, c'est ce qu'il disait. Combien de ces voyages étaient réels? Combien étaient des excuses pour être avec elle? Et Victoria. Il y a 3 ans, elle avait commencé son travail au cabinet dentaire. Avait commencé à remettre sa vie en ordre. Avait été si reconnaissante envers Elena de la soutenir. Oh, ironie. Je me suis garé sur un parking vide près de la rivière et je suis resté assise là, le moteur tournant, à ne rien regarder. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Victoria. Salut sœurette, envie de dîner ensemble ce soir? Je prépare cette recette de poulet que tu aimes. J'ai fixé le message, l'affection décontractée, la fausse intimité, la trahison totale et absolue cachée derrière des mots amicaux. Un autre SMS, Eden vient de m'envoyer un message. Il dit qu'il sera en retard, soirée entre mecs ou quelque chose comme ça, donc c'est juste entre nous les filles. On peut regarder cette série qu'on suit. Elle préparait son alibi, s'assurant que je serais parti pour qu'elle puisse coucher avec mon mari dans mon lit. Mes mains tremblaient en tapant la réponse. Ça a l'air parfait. En fait, j'ai hâte d'aller au club de lecture ce soir. Je n'y suis pas allé depuis des semaines. 3 points sont apparus. Elle écrivait. Oh, c'est vrai. Le club de lecture. J'avais oublié que c'était ce soir. Eh bien, je te garderai le dîner au chaud. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Pendant qu'elle couchait avec mon mari dans ma maison, dans mon lit. Je voulais jeter mon téléphone. Je voulais crier. Je voulais retourner à ce parking et leur rouler dessus à tous les deux, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai pris une profonde inspiration, puis une autre et une autre. Je devais penser clairement, je devais planifier. Ils pensaient que j'étais stupide, pathétique, trop passive pour me défendre. Je les laisserai continuer à le penser. J'irai à la maison. J'agirai normalement. Je ferai comme si je n'avais rien entendu. Et pendant qu'ils se féliciteraient de leur intelligence, je rassemblerai des preuves, construirai mon propre dossier. Si Eden voulait la guerre, il l'aurait. Mais il ne la verrait jamais venir. Je suis rentré vers 15 heures. La voiture de Victoria était dans l'allée. Je suis resté assise dans ma propre voiture un moment, me ressaisissant, essuyant toute trace de larmes restantes. J'ai vérifié mon visage dans le miroir. J'avais l'air fatigué, mais pas visiblement dévasté. Ça devrait faire l'affaire. Je suis entré dans la maison. Victoria était dans le salon, recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son visage s'illuminant d'un sourire qui semblait si authentique,
si chaleureux que pendant un instant, j'ai presque douté de ce que j'avais entendu. Presque. Et, tu es rentré tôt, a-t-elle dit. Comment s'est passée ta journée? Bien, ai-je dit. Ma voix semblait normale. J'étais étonné de voir à quel point elle semblait normale, comme si je n'avais pas juste entendu mon monde entier s'effondrer. J'ai fini de corriger les copies plus vite que je ne le pensais. Et la tienne? Oh, tu sais, la routine. Madame Henderson est revenue, c'est encore plainte de ses prothèses. Je jure que cette femme aime juste avoir de quoi se plaindre. Elle s'est lancée dans une histoire sur sa journée, animée et drôle, et je me suis forcé à écouter, à rire au bon moment, à être la grande sœur solidaire, tout en pensant à ce qu'elle avait dit dans la voiture. Être avec elle toute la journée, prétendre m'intéresser à ces histoires ennuyeuses. Je mérite un Oscar. Moi aussi, parce que je donnais la performance de ma vie. Tu veux du thé? Ai-je demandé quand elle a fini son histoire. Ça a l'air parfait, a-t-elle dit. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du thé. Earl Grey pour moi, camomille pour elle. Comme toujours. Je me suis même souvenu qu'elle aimait le miel, pas de sucre. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine ensemble, buvant du thé, parlant de rien. Elle m'a parlé d'un gars de son travail qui l'avait invité à sortir. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Il a l'air gentil, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour des rendez-vous pour l'instant. Qu'en penses-tu? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste, ai-je dit. Mais ne te sous-estime pas. Tu mérites quelqu'un d'incroyable. Tu es la meilleure. Tu le sais, n'est-ce pas? A-t-elle dit, tendant la main pour serrer la mienne. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Sa main était chaude sur la mienne. Ses yeux semblaient sincères. Si je n'avais pas su, je l'aurais cru, mais je savais. Je ne sais pas non plus ce que je ferais sans toi, ai-je menti. Elle a souri. Sœur pour toujours, n'est-ce pas? Pour toujours, ai-je acquiescé. Vers 17 heures, j'ai commencé à me préparer pour le club de lecture. C'était réel. J'avais bien un club de lecture tous les mardis, mais j'avais prévu de le sauter, prévoyant de passer la soirée avec Eden à la place. Peut-être essayer de renouer. Dieu merci, je n'avais pas suggéré ça. Dieu merci, j'avais gardé le rendez-vous. Amuse-toi bien ce soir, a crié Victoria alors que je prenais mon sac à main. Ne laisse pas Brenda monopoliser la conversation encore une fois. J'essaierai, ai-je dit. Merci de me garder le dîner au chaud. Bien sûr, c'est à ça que servent les sœurs. Je suis sorti jusqu'à ma voiture, suis monté et suis parti. Mais je ne suis pas allé au club de lecture. Au lieu de ça, j'ai conduit à 3 rues de là, et je me suis garé dans une rue secondaire. Puis, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application que j'avais téléchargée il y a des années et oubliée, une application de sécurité domestique connectée à la caméra de la sonnette qu'Eden avait installée. Je ne l'avais jamais utilisée auparavant. Je n'avais jamais ressenti le besoin d'espionner ma propre maison, mais je l'ai utilisée maintenant. La caméra montrait la porte d'entrée, le porche, une partie de l'allée. J'ai regardé, 20 minutes plus tard, une BMW familière s'arrêtait. Eden est sorti, a regardé autour de lui, vérifiant si quelqu'un regardait, puis s'est dirigé vers la porte d'entrée. Elle s'est ouverte avant qu'il ne puisse frapper. Victoria se tenait là, portant quelque chose de court et de moulant. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais je pouvais voir son langage corporel. La façon dont elle s'est immédiatement pressée contre lui, la façon dont ses bras l'ont entouré. Ils se sont embrassés sur mon porche, puis sont entrés. La porte s'est fermée. Je suis resté assise dans ma voiture à regarder l'écran vide, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ils étaient à l'intérieur de ma maison, se dirigeant vers ma chambre, sur le point d'avoir des relations sexuelles dans mon lit, le lit où j'avais dormi à côté d'Eden pendant 12 ans, où j'avais pleuré après mes fausses couches, où j'avais fait l'amour à un homme que je pensais m'aimer en retour. Je voulais y retourner. Je voulais entrer en trombe et les surprendre. Je voulais voir leur visage, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est ce que l'ancienne Elena aurait fait. L'émotionnelle, celle qui laissait ses sentiments la contrôler. La nouvelle Elena était plus intelligente que ça. J'avais besoin de preuves, de documents, de preuves. Je devais être stratégique. Alors, au lieu de rentrer à la maison, j'ai conduit jusqu'à un magasin d'électronique de l'autre côté de la ville. Je suis entré comme si j'étais à ma place,
comme si j'étais juste une autre cliente achetant des gadgets. J'ai besoin de caméras cachées, ai-je dit au vendeur. Celles qu'on ne peut pas voir pour la sécurité de la maison. Il m'a montré des options. De minuscules caméras déguisées en chargeur de téléphone, en cadre photo, en réveil. J'en ai acheté 6, payées en espèces. Celles-ci enregistrent sur un serveur cloud, a-t-il expliqué. Vous pouvez accéder aux images depuis votre téléphone. Personne ne saura jamais qu'elles sont là. Parfait, ai-je dit. Puis je suis allé au club de lecture. Je suis entré dans la maison de Brenda à 19h15, le visage calme, portant le roman que nous étions censés avoir lu. Je ne l'avais pas lu. Je ne pouvais pas me concentrer sur la fiction alors que ma vie réelle était devenue un cauchemar. Mais j'ai assisté à la discussion quand même, hochant la tête au bon moment. J'ai même contribué quelques commentaires qui semblaient assez intelligents. Elena, tu as l'air distraite, a dit Brenda à un moment donné. Tout va bien? Juste fatigué, ai-je dit avec un sourire d'excuse. Longue journée. Tu travailles trop dur, a dit une autre femme. Tu dois prendre soin de toi. Vous avez raison, ai-je convenu. Je vais essayer. La réunion s'est terminée à 21h, comme toujours. Je suis rentré chez moi, calculant mon arrivée pour être là à 21h30 précise. Quand je suis entré, la maison semblait normale. Victoria était sur le canapé en train de regarder la télé en pyjama. Et, comment était le club de lecture, a-t-elle demandé, mettant la série en pause. Bien. Brenda a trop parlé comme d'habitude. Elle a ri. Je l'avais dit. Tu veux regarder le reste avec moi? Je t'ai gardé le dîner. C'est au micro-ondes. Merci, mais je suis épuisé. Je pense que je vais juste aller me coucher. Dors bien. Toi aussi. Je suis monté dans ma chambre. Le lit était fait. Tout semblait normal, mais je pouvais le sentir. La faible odeur de parfum qui n'était pas le mien. L'odeur de sexe nettoyé à la hâte. J'ai tiré les couvertures. Les draps avaient été changés. Victoria devait l'avoir fait pendant que je rentrais, effaçant les preuves. Presque toutes les preuves. Je suis allé à la salle de bain et j'ai trouvé dans la poubelle un emballage de préservatifs déchirés. J'en ai pris une photo avec mon téléphone. Preuve. Eden est rentré vers 22h30. J'étais déjà au lit, faisant semblant de lire. Et, a-t-il dit en desserrant sa cravate. Désolé, je suis si en retard. Les gars voulaient essayer ce nouveau bar, et tu sais comment c'est. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Comment c'était? Bien. La nourriture était correcte. J'ai bu quelques bières. Il a commencé à se changer. Comment était le club de lecture? Comme d'habitude. Brenda a monopolisé la conversation. Il a ri. Ça lui ressemble bien. Il est monté dans le lit à côté de moi. Le lit au drap frais. Le lit où il avait été avec ma sœur quelques heures auparavant. Je t'aime, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Je t'aime aussi, ai-je menti. Il s'est endormi en quelques minutes, sa respiration profonde et régulière, le sommeil de quelqu'un à la conscience tranquille. Je suis resté éveillé à côté de lui pendant des heures, fixant le plafond, planifiant. Demain, j'installerai les caméras. Demain, je commencerai à rassembler de vraies preuves. Demain, je commencerai le processus de leur destruction à tous les deux. Mais ce soir-là, je suis resté allongé dans le noir à côté d'un homme qui était devenu un étranger. Et je ne ressentais rien. Pas d'amour, pas de colère, pas de tristesse, juste une détermination froide et claire. Ils voulaient me détruire. Je leur montrerai à quoi ressemblait vraiment la destruction. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Eden. Je me suis glissé hors du lit pendant qu'il ronflait encore et je suis descendu. Victoria était déjà dans la cuisine en train de faire du café. Elle a souri en me voyant. Bonjour. Tu en veux, a-t-elle demandé en levant la cafetière. S'il te plaît, ai-je dit. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine ensemble, buvant du café dans un silence confortable, comme des sœurs, comme des meilleures amies, comme deux personnes qui n'étaient pas des ennemis mortels. J'ai réfléchi, a dit Victoria après un moment, on devrait peut-être prévoir un voyage entre filles. Juste toi et moi. S'évader pour un week-end. Tu sais, on n'a pas fait ça depuis des années. Ça a l'air sympa,
ai-je dit, où pensais-tu aller? Peut-être la plage ou la région viticole, un endroit relaxant. Je parie qu'elle réfléchissait à comment utiliser ce voyage. Plus de construction d'alibi, plus d'occasion de paraître la sœur dévouée pendant qu'elle complotait ma chute. La région viticole, ça a l'air parfait, ai-je dit. Planifions ça. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Génial. Je vais commencer à regarder des endroits. Eden est descendu quelques minutes plus tard, m'a embrassé sur la tête distraitement en prenant son café. Bonjour, chérie. Bonjour, Vic. Il avait un surnom pour elle. Bonjour, a dit Victoria. Tu veux que je te prépare le petit déjeuner? J'ai le temps avant le travail. Ce serait super, a dit Eden en s'asseyant à table. Je les ai observés. La façon dont ils ne se regardaient pas vraiment. La façon dont ils faisaient attention à ne pas se toucher, surcompensant, essayant trop fort de paraître normaux. Si je n'avais pas su ce que je savais, je ne l'aurais jamais remarqué. Mais je savais. Et maintenant, je voyais tout. Après qu'ils soient tous les deux partis au travail, Eden à 8h, Victoria à 8h30, je me suis fait porter malade. Désolé, je crois que je couvre quelque chose, ai-je dit à mon chef de département. J'ai besoin de prendre une journée personnelle. Pas de problème, Elena. Remets-toi bien. J'ai raccroché et je me suis mise au travail. D'abord, les caméras. Je les ai installées avec soin, en suivant les instructions que le vendeur m'avait données. Une dans la chambre, déguisée en réveil sur la table de chevet d'Eden. Une dans le salon, cachée dans un cadre photo décoratif. Une dans la cuisine, intégrée à un chargeur de téléphone branché au mur. Une dans la chambre de Victoria. Cela semblait intrusif, mais je devais tout savoir. Une dans le bureau d'Eden à la maison. Une dans le garage. Je les ai toutes synchronisées avec mon téléphone. Je les ai testées. Parfait. Vidéo et audio haute définition. Le tout se téléchargeant sur un serveur cloud sécurisé. Maintenant, j'aurai un enregistrement de tout. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment. Ensuite, je me suis tourné vers l'ordinateur d'Eden. Il le gardait dans son bureau à la maison, protégé par un mot de passe. Mais je connaissais le mot de passe. Notre anniversaire de mariage. Il ne l'avait jamais changé. Probablement parce qu'il n'avait jamais pensé que je fouinerais. Je me suis connecté et j'ai commencé à chercher. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des comptes bancaires dont je n'avais jamais entendu parler. Des portefeuilles d'investissement à son seul nom. Notre épargne commune, le compte que nous construisions depuis des années, celui qui était censé être notre fonds de retraite, avait été systématiquement vidé. De petits transferts, jamais plus de quelques milliers à la fois, remontant à près de 3 ans. Il avait volé plus de 300 000 $ de notre compte joint seul. La maison où nous vivions, la maison que je pensais que nous possédions ensemble, avait été refinancée. L'hypothèque était maintenant à 80% à son nom, 20% au mien. Quand cela s'était-il passé? Je n'avais jamais signé de papier de refinancement. Sauf que... J'y ai repensé. Il y a 2 ans, Eden était rentré avec une pile de documents. Juste des trucs financiers ennuyeux, avait-il dit. Refinancement pour obtenir un meilleur taux. J'ai besoin de ta signature ici, ici, et ici. J'avais signé sans lire, faisant confiance à mon mari pour gérer nos finances. Il avait falsifié le reste. Il devait l'avoir fait, car les documents sur son ordinateur montraient ma signature sur des pages que je n'avais jamais vues. J'ai pris des captures d'écran de tout, chaque document frauduleux, chaque compte caché, chaque dollar volé. Puis je suis passé à ses emails, des centaines, remontant à 3 ans, exactement comme il l'avait dit dans la voiture. Eden et Victoria planifiant leur avenir ensemble. Planifiant ma destruction. Je me suis forcé à les lire. Tous. Chaque mot cruel. Chaque détail intime. Chaque complot contre moi. Elle est si collante ces derniers temps, avait écrit Eden il y a 6 mois. Toujours à vouloir passer du temps ensemble et renouer. C'est épuisant. J'ai à peine du mal à être dans la même pièce qu'elle. Juste un peu plus longtemps, avait répondu Victoria. Alors tu seras libéré d'elle et nous pourrons enfin être ensemble. Imagine ça. Notre propre maison, notre propre vie sans qu'elle nous tire vers le bas. J'ai hâte,
avait répondu Eden. J'en ai tellement marre de faire semblant. Hier soir, elle voulait parler de notre avenir. Comme si nous avions un avenir. J'ai juste hoché la tête en pensant à toi. J'ai lu des emails sur le rendez-vous, des dîners au restaurant pendant que j'étais au travail, des week-ends pendant qu'Eden était soi-disant à des conférences, des escapades romantiques financées par de l'argent volé de notre conjoint. J'ai lu des emails sur leur vie sexuelle. Des descriptions détaillées et explicites de ce qu'ils faisaient ensemble. Des comparaisons avec moi, toujours défavorables. Elle reste juste là comme un poisson mort, avait écrit Eden. Tu es si différente, si vivante, si excitante. Chaque email était un couteau. Chaque mot faisait couler le sang. Mais je n'ai pas arrêté de lire. J'avais besoin de tout savoir. J'ai trouvé des emails sur leur plan pour après le divorce. Je pense qu'on devrait déménager, avait écrit Victoria. Recommencer à zéro ailleurs. Peut-être en Californie ou à l'étranger. Avec tout l'argent du divorce, on pourrait aller n'importe où. Tout ce que tu veux, bébé, avait répondu Eden. Tant que je suis avec toi, peu m'importe où nous sommes. Tu es si gentil, avait écrit Victoria. Elena ne t'a jamais apprécié. Elle te prenait pour acquis. Mais moi, je vois à quel point tu es incroyable. Intelligent, capable, sexy. J'avais envie de vomir, mais j'ai continué à lire. J'ai trouvé l'email le plus accablant, datant d'un accent grave peine une semaine. Tout est en place, avait écrit Eden. Je demande le divorce le mois prochain. Mon avocat dit qu'avec les preuves que j'ai, son instabilité émotionnelle, son incapacité à gérer les finances, son comportement erratique documenté, j'obtiendrai tout, la maison, les actifs de l'entreprise, même une pension alimentaire. Elle se retrouvera avec rien. Parfait, avait répondu Victoria. Elle ne mérite rien. Après toutes ces années à jouer les supérieurs, à me faire sentir comme une œuvre de charité, elle aura enfin ce qu'elle mérite. J'ai hâte de voir son visage quand elle réalisera qu'elle a tout perdu. Ce sera magnifique, avait convenu Eden. La grande Elena Castellano réduite à néant. Pas de mari, pas d'argent, pas de sœur, juste son travail pathétique et sa vie vide. Devrais-je me sentir mal, avait demandé Victoria, genre moralement. Pourquoi? Avait répondu Eden. C'est une adulte. Elle s'en sortira. Et honnêtement, peut-être que ce sera bon pour elle. Lui fera réaliser qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle le pense. Tu as raison, avait convenu Victoria. C'est vraiment un service qu'on lui rend. Lui apprendre un peu d'humilité. J'ai fixé ce dernier échange pendant longtemps. Il croyait vraiment me rendre service. Que détruire ma vie était en quelque sorte pour mon bien. L'illusion était presque impressionnante. J'ai tout sauvegardé, chaque email, chaque document, tout téléchargé sur mon compte cloud sécurisé. Puis je suis passé à l'ordinateur portable de Victoria. Elle était encore plus négligente qu'Eden. Son ordinateur portable était dans sa chambre, à peine protégé par un mot de passe. Je l'ai craqué en moins d'une minute et j'ai trouvé son journal. C'était un journal numérique conservé dans un fichier protégé par mot de passe, mais son mot de passe était faible. Sa date de naissance plus ses initiales. J'étais dedans en quelques secondes. J'ai commencé à lire depuis le début, depuis 5 ans, quand elle a emménagé pour la première fois. Jour 1 avec Elena et Eden. La maison est belle, plus grande que ce à quoi je m'attendais. Elena était si heureuse de me voir, me serrant dans ses bras, pleurant et disant que je lui avais tellement manqué. Je me suis senti un peu mal d'avoir menti sur le fait d'être fauché. Je veux dire, je suis fauché, mais j'aurais pu trouver une solution. Mais c'est mieux comme ça. Loyer gratuit, nourriture gratuite, et tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer la petite sœur brisée. Facile. Mon sang se glaça. Elle mentait depuis le début. Elle n'était pas vraiment désespérée quand elle s'est présentée à ma porte. J'ai continué à lire. Jour 15. Elena est encore plus pathétique que dans mes souvenirs. Elle essaie si fort d'être la parfaite femme au foyer, préparant des dîners élaborés, gardant tout impeccable, demandant toujours si j'ai besoin de quelque chose. C'est presque triste. Eden semble à peine le remarquer. Il est sur son téléphone la moitié du temps pendant le dîner. Si j'avais un mari, je saurais comment garder son attention. Moi 2. Je pense qu'Eden est attiré par moi.
Je l'ai surpris en train de me regarder aujourd'hui quand je suis descendu en tenue de sport. Il a détourné le regard rapidement, mais je l'ai vu. Elena était juste là, inconsciente comme toujours. Elle n'a aucune idée de comment garder un homme intéressé. Elle s'habille comme une bibliothécaire et parle de ses étudiants ennuyeux tout le temps. Si j'étais Eden, je m'ennuierais à mourir aussi. Moi 4, confirmé. Eden est définitivement attiré par moi. Nous étions seuls dans la cuisine aujourd'hui, et il m'a frôlé accidentellement. L'électricité était intense. Je pense qu'il l'a ressenti aussi. Il essaie d'être bon, d'être fidèle à Elena. Mais je peux dire que c'est une lutte. Pauvre gars coincé avec quelqu'un de si ennuyeux alors qu'il pourrait avoir quelqu'un comme moi. J'ai dû arrêter de lire, poser l'ordinateur portable, respirer. Elle avait planifié ça depuis le début. Dès le tout premier jour, elle avait emménagé dans ma maison spécifiquement pour séduire mon mari. J'ai repris l'ordinateur portable, continué à lire. Moi 8. Je vais passer à l'action. Je ne peux plus attendre. Elena est à un truc du travail ce week-end et Eden sera seul à la maison. Je vais accidentellement tomber dans sa douche. Voir ce qui se passe. Le pire des cas, c'est qu'il dit non et je prétends que c'était une erreur innocente. Le meilleur des cas. Moi 8, mise à jour. Oh mon Dieu, ça a marché. Vraiment marché. Je suis accidentellement entré dans la salle de bain alors qu'Eden portait juste une serviette et il ne m'a pas renvoyé. Nous avons parlé un peu et je pouvais voir qu'il luttait avec ça, mais ensuite je l'ai embrassé et il a juste fondu. Nous avons fait l'amour juste là. C'était incroyable. Il a été tellement privé d'affection, d'excitation. Elena n'a aucune idée de ce qu'elle a, mais maintenant il est à moi. La date sur cette entrée était exactement il y a 3 ans. La nuit où leur liaison a commencé. La chronologie correspondait à ce qu'Eden avait dit dans la voiture. J'ai continué à lire même si chaque mot ressemblait à de l'acide me brûlant la peau. Nous nous voyons en cachette depuis 1 mois maintenant. C'est exaltant. Elena ne se doute de rien. Elle m'a même remercié hier d'être une si bonne sœur, d'aider à la maison. Si seulement elle savait que pendant qu'elle était au travail, j'étais dans son lit avec son mari. Eden dit qu'il tombe amoureux de moi. Qu'il ne s'est jamais senti comme ça avant. Qu'être avec moi, c'est comme être vivant pour la première fois depuis des années. Nous parlons de l'avenir, d'être ensemble pour de vrai. Mais d'abord, nous devons trouver comment nous débarrasser d'Elena sans qu'elle prenne tout. Nous avons planifié. Eden est intelligent. Il déplace de l'argent, change des documents, construit un dossier contre Elena. Il dit que quand il aura fini, elle ne pourra pas toucher un centime. Elle se retrouvera avec rien. Une partie de moi se sent presque mal. Mais ensuite je me souviens comment elle a toujours agi de manière si supérieure avec moi. Pauvre Victoria. Quel gâchis. Laisse-moi prendre soin de toi, Victoria. Tu te remettras sur pied un jour, Victoria. Conne condescendante. C'est ce qu'elle mérite. J'ai lu entrée après entrée, des années de trahison méticuleusement documentées. Elle a écrit sur leur vie sexuelle avec des détails graphiques, sur à quel point elle était meilleure que moi, sur à quel point Eden était tellement plus heureux avec elle. Elle a écrit sur les fois où je m'étais confié à elle, sur mes problèmes de mariage, mes insécurités, mes peurs, et comment elle avait pris ces informations directement à Eden. Elena m'a dit aujourd'hui qu'elle s'inquiétait qu'Eden ne la trouve plus attirante, qu'il n'avait pas initié de relations sexuelles depuis des mois, qu'elle se sentait invisible. Je l'ai écoutée et réconfortée et lui ai dit qu'elle était belle et que je suis sûr qu'Eden l'aime. Puis je suis allé voir Eden et nous avons fait l'amour en riant de son inconscience. Elle a écrit sur la planification de ma fête d'anniversaire l'année dernière, celle qui m'avait tant touché. J'ai passé toute la journée à faire semblant de célébrer la vie pathétique d'Elena. Je lui ai fait un gâteau. Il était sec comme de la paille, mais elle a adoré parce qu'elle est si désespérée d'affection. Tous ses amis du travail sont venus et ont parlé de sa merveille. Si seulement ils savaient que son mari couche avec sa sœur et prévoit de tout lui prendre. J'ai failli leur dire juste pour voir leur visage. L'entrée la plus récente datait d'hier, avant que je ne découvre leur liaison. Plus que quelques semaines. Eden demande le divorce bientôt. Tout est prêt. Elena sera prise au dépourvu. Elle ne le verra jamais venir. Et puis Eden et moi pourrons enfin être ensemble ouvertement. Je vais prendre plaisir à la voir s'effondrer. Après des années à jouer les seconds violons à la parfaite Elena, je vais enfin gagner.
J'ai fermé l'ordinateur portable, suis restée assise là dans la chambre de ma sœur, entourée de ses affaires, des vêtements que je lui avais achetés, des meubles que je lui avais fournis, un toit au-dessus de sa tête que je lui avais donné, et elle m'avait repayé avec ça. Pour la première fois depuis la voiture, j'ai ressenti autre chose que de la froide détermination. J'ai ressenti de la rage. Une rage pure, brûlante, dévorante. Je devais être intelligente à ce sujet. Je devais rester calme, rester posé, rester caché. Alors, j'ai pris toute cette rage et je l'ai enfermée. L'ai enterrée profondément où il ne pouvait pas la voir. Et j'ai remis mon masque. Quand Victoria est rentrée du travail ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Ça sent incroyablement bon, a-t-elle dit en posant son sac à main sur le comptoir. Qu'est-ce qu'on mange? Ton plat préféré, ai-je dit. Piccata de poulet. Tu es la meilleure. Elle m'a serré dans ses bras par derrière. J'ai senti ses bras autour de moi et j'ai eu envie de crier. De la repousser. De lui faire du mal. Mais j'ai simplement souri et continué à cuisiner. Comment s'est passée ta journée de travail? Ai-je demandé. Épuisante. Et la tienne? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Je pense que j'avais juste besoin d'une journée de repos. Eden est rentrée à 19h. Nous avons tous dîné ensemble comme une famille heureuse. Avons ri des histoires de Victoria sur son travail, écouté Eden parler de sa journée. Souri et hoché la tête et joué mon rôle parfaitement. Sous la table, mes mains étaient serrées si fort que mes ongles faisaient couler le sang de mes paumes. Après le dîner, nous avons regardé la télé ensemble. Une sitcom stupide. Victoria riait à toutes les blagues. Eden a mis son bras autour de moi sur le canapé, m'a embrassé sur la tempe. J'aime les soirées comme ça, a-t-il dit. Juste nous, à nous détendre ensemble. Moi aussi, a convenu Victoria. On se sent comme à la maison. La maison. Ils avaient transformé ma maison en un repère de mensonges, mais j'ai souri et acquiescé et fait comme si tout allait bien. Cette nuit-là, Eden voulait faire l'amour. Ça fait un moment, a-t-il dit, passant sa main sur mon flanc alors que nous étions au lit. Tu me manques. Il avait couché avec ma sœur dans ce lit il y a moins de 24 heures, et maintenant il me voulait. L'ancienne Elena aurait pleuré, se serait retirée, l'aurait confrontée. La nouvelle Elena l'a laissé la toucher en retour, a fait des bruits de plaisir qu'elle ne ressentait pas, lui a donné exactement ce qu'il attendait. Après, il s'est endormi presque immédiatement. Je suis resté allongé à côté de lui, fixant le plafond, et je n'ai absolument rien ressenti. J'étais en train de devenir quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de plus froid, de plus dur, quelqu'un capable de choses que l'ancienne Elena n'aurait jamais imaginées. Et ça me convenait. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mené une double vie. En surface, j'étais la même Elena. Épouse aimante, sœur solidaire, enseignante dévouée. Je préparais les dîners, corrigeais les copies, faisais l'amour avec mon mari, avais des conversations à cœur ouvert avec ma sœur, souriais, riais et faisais semblant. Mais en dessous, je rassemblais des preuves, construisais mon dossier, me préparais à la guerre. Les caméras cachées ont tout capturé. Eden et Victoria faisant l'amour dans ma maison chaque fois que j'étais au travail ou sorti avec des amis. Leurs conversations chuchotaient à mon sujet, leurs plans. J'ai tout documenté, sauvegardé chaque seconde d'image. J'ai engagé un détective privé, payé en espèces sur un compte secret que j'avais ouvert dans une banque de l'autre côté de la ville. Je lui ai donné tout ce que je savais. J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit, chaque endroit où ils ont été ensemble, chaque mensonge qu'ils ont raconté, tout. C'était un homme dans la cinquantaine, blasé et professionnel. Il avait déjà tout vu. Vous voulez que je les surprenne ensemble, a-t-il demandé. J'ai déjà ça. Je veux que vous trouviez les choses que je ne connais pas, les voyages qu'ils ont faits, l'argent qu'ils ont dépensé, les gens à qui ils ont parlé. Tout. Il a hoché la tête. Ça prendra du temps. J'ai le temps. J'ai aussi consulté une avocate spécialisée en divorce dans la ville voisine. Une femme cette fois, aux yeux vifs et impitoyables. Ne me dites pas votre nom, ai-je dit en m'asseyant dans son bureau. Je paie en espèces. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Elle a haussé un sourcil mais n'a pas discuté. De quoi avez-vous besoin? Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées. Les emails, les relevés bancaires, les documents falsifiés, tout.
Ses yeux se sont agrandis en parcourant le tout. C'est complet, a-t-elle dit. Mon mari prévoit de divorcer de moi. Il a caché des biens, falsifié des documents, construit un faux dossier selon lequel je suis mentalement instable. Il pense qu'il va me laisser sans rien. Avec ce que vous avez là, c'est impossible. Vous pourriez tout lui prendre. C'est le plan. Elle m'a regardé attentivement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Je veux qu'il soit détruit. Professionnellement, financièrement, personnellement. Je veux qu'il perde tout. Son entreprise, sa réputation, sa liberté. Sa liberté? Ce qu'il a fait est de la fraude, de la falsification. Si je présente ces preuves correctement, il pourrait faire face à des accusations criminelles. Elle a hoché la tête lentement. Vous avez raison. Il pourrait. Et ma sœur, elle est complice de tout ça. Elle l'a aidé. L'a encouragé. Elle doit payer aussi. Et vous? A demandé l'avocate. Qu'est-ce que vous en retirez, à part la vengeance? Tout ce qui m'appartient. Tout ce qu'il a essayé de voler. Et la satisfaction de les voir souffrir tous les deux. C'est juste. Elle s'est adossée à sa chaise. Voici ce que je recommande. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle a exposé une stratégie. Quand frapper, comment présenter les preuves, quoi faire pour maximiser les dégâts. La clé, c'est le timing, a-t-elle dit. Laissez-le demander le divorce en premier. Laissez-le présenter ses preuves fabriquées. Laissez-le penser qu'il gagne. Puis vous le frappez avec la vérité. Le juge le crucifiera. C'est ce que je pensais. Vous êtes doué pour ça, a-t-elle dit. Avez-vous déjà envisagé de faire des études de droit? J'ai ri. Un son dur et amer. J'ai envisagé beaucoup de choses avant que ma vie n'implose. Maintenant, je veux juste la justice. Vous l'aurez. Avec ces preuves, vous l'aurez certainement. J'ai quitté son bureau en ressentant quelque chose de proche de la satisfaction. Le plan se mettait en place. Pendant ce temps, j'ai continué à jouer mon rôle. Je me suis inscrite à une salle de sport. J'ai dit à Eden et Victoria que c'était pour ma santé, mais en réalité, j'avais besoin d'un exutoire pour la rage qui menaçait de me consumer chaque jour. Je me suis mise à la boxe, j'ai trouvé un entraîneur, un vieil homme nommé Tommy, qui avait été un combattant professionnel des décennies auparavant. Tu as de la colère en toi, a-t-il observé lors de notre première séance, en me regardant attaquer le sac de frappe avec plus de force que de compétence. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, ai-je demandé, sans rompre le rythme. Parce que je l'ai déjà vu. Ce n'est pas de l'entraînement physique. C'est de la violence à la recherche d'une cible. J'ai arrêté de frapper. Je l'ai regardé. Est-ce que c'est un problème? Ça dépend de la cible, a-t-il dit. Vous prévoyez de blesser quelqu'un? Pas physiquement. Il a hoché la tête. C'est juste. Mais vous devez quand même la canaliser, n'est-ce pas? Ou elle vous rongera de l'intérieur. Laissez-moi vous montrer comment frapper correctement. Au cours des 2 semaines suivantes, Tommy m'a appris à me battre. Non pas que je prévoyais de frapper qui que ce soit, mais l'effort physique m'a aidé. M'a donné un exutoire, m'a fait me sentir puissante au lieu d'impuissante. Tu deviens plus forte, a dit Tommy un jour alors que je travaillais le sac de vitesse. Plus rapide aussi. Quoi que tu prévois, tu seras prête. Qu'est-ce qui vous fait penser que je prévois quelque chose? Il a souri. Je connais ce regard. Ce n'est pas de l'énergie de guérison. C'est de l'énergie de vengeance. Assure-toi juste que ça en vaille la peine. Oh, ça le vaudra, ai-je promis. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Non pas parce que je pensais être instable, mais parce que j'avais besoin de documents prouvant que je ne l'étais pas. Quand Eden présenterait ces fausses preuves de mon instabilité mentale, j'aurais un témoignage professionnel du contraire. J'ai choisi un thérapeute avec soin, une femme plus âgée avec un CV impressionnant et une attitude pragmatique. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, a demandé le docteur Morrison lors de notre première séance. Je m'étais préparé à ça. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. La confidentialité thérapeute-patient avait ses limites et je ne voulais pas qu'elle se sente obligée d'avertir Eden ou Victoria de quoi que ce soit. Juste du stress, ai-je dit. La pression du travail, la dynamique familiale, les trucs habituels de la quarantaine.
Je voulais parler à un professionnel avant que ça ne devienne un plus gros problème. Nous avons parlé de mon travail, de mes relations, j'ai menti sur les deux. De ma satisfaction générale dans la vie, j'ai définitivement menti là-dessus. Vous semblez très consciente de vous-même, a-t-elle observé. Très ancrée. Quel que soit le stress que vous subissez, vous le gérez bien. Merci. Après 3 séances, elle a écrit dans mon dossier, la patiente se présente comme émotionnellement stable, cognitivement saine et psychologiquement en bonne santé. Aucun signe d'instabilité mentale ou de comportement erratique. Parfait. Plus de munitions pour mon dossier. Pendant ce temps, les caméras cachées capturaient tout. Je regardais les images tous les soirs après qu'Eden se soit endormi. J'ai regardé mon mari et ma sœur ensemble dans ma maison, dans mon lit, dans ma cuisine, sur mon canapé. Rien ne leur était sacré. J'ai sauvegardé chaque seconde d'image, les ai sauvegardées sur 3 serveurs cloud distincts. Une nuit, la caméra dans la chambre a capturé une conversation particulièrement accablante. Eden et Victoria étaient au lit ensemble. Mon lit, après avoir fait l'amour. Victoria traçait des motifs sur sa poitrine. Quand tu demanderas le divorce le mois prochain, tu penses qu'elle se battra, a demandé Victoria. Elena, se battre? S'il te plaît. Eden a ri. Elle pleurera. Elle sera triste, mais elle ne se battra pas. Ce n'est pas dans sa nature. Elle est trop passive, trop peur des conflits. Et si tu te trompais? Et si elle te surprenait? Elle ne le fera pas. Je la connais. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Elle est prévisible, ennuyeuse, sûre. Elle signera tous les papiers que je lui mettrai sous le nez parce qu'elle a trop peur de se défendre. Et tu es sûr pour l'argent? Elle ne pourra pas y toucher? J'en suis sûr. Je le déplace depuis 3 ans. De petites sommes impossibles à tracer. Tout est maintenant dans des comptes offshore. Même si elle se battait, ce qu'elle ne fera pas, elle ne le trouverait jamais. Tu es si intelligent, a ronronné Victoria. Je sais, a dit Eden. C'est pour ça que ça va marcher parfaitement. Dans 2 mois, nous serons libres. Nous pourrons vendre cette maison, prendre l'argent et déménager ailleurs. Commencer notre vraie vie ensemble. J'ai hâte. Moi non plus. J'en ai tellement marre de faire semblant, marre de la toucher, de lui parler, d'être près d'elle. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux aussi, a dit Victoria. Nous sommes des âmes sœurs. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous le sommes, a convenu Eden. Et bientôt, rien ne se mettra en travers de notre chemin, j'ai regardé cette conversation les yeux secs. Plus de larmes. Juste un calcul froid. Ils étaient si confiants, si sûrs d'eux. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. 3 semaines après avoir découvert leur liaison, mon détective privé a appelé. J'ai tout ce que vous avez demandé, a-t-il dit. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville. Il m'a tendu un épais dossier en manille. Ils ont été occupés, a-t-il dit. 17 voyages ensemble au cours des 3 dernières années, généralement lorsque vous étiez au travail ou rendiez visite à des amis. Ils sont allés au Mexique 2 fois, dans les Caraïbes 1 fois, à Vegas 4 fois. Toujours facturés sur des cartes de crédit. Ils pensaient que vous étiez cachés. J'ai les reçus, les registres d'hôtel, les photos d'eux ensemble. Il a étalé des photographies sur la table entre nous. Eden et Victoria sur une plage à Cancun, son bras autour de sa taille, marchant dans un casino de Vegas, se tenant la main, s'embrassant devant un hôtel 5 étoiles à San Diego. La piste de l'argent est intéressante aussi, a-t-il poursuivi. Votre mari a été plus prudent que la plupart des infidèles, mais pas assez. Il a utilisé une carte de crédit professionnelle pour beaucoup de ses dépenses, les déclarant comme des divertissements de clients. C'est de la fraude. À la fois contre vous et contre ses partenaires commerciaux. Ses partenaires commerciaux, ai-je demandé. Il a des partenaires? 2. Ils possèdent 30% de l'entreprise ensemble. Je doute qu'il sache qu'il utilise les fonds de l'entreprise pour gâter sa maîtresse. Il a fait une pause. Aussi, à propos de votre sœur, elle n'a pas été aussi fauchée qu'elle le prétend. Ma tête s'est redressée. Quoi? Victoria Castellano a un compte d'épargne d'environ 40 000 $. L'a eu tout le temps qu'elle a vécu avec vous. Elle a déposé de l'argent régulièrement. Des dépôts en espèces généralement.
Impossible de savoir d'où ça vient, mais elle n'est pas sans le sou. Je l'ai fixée. Elle a menti sur le fait d'être fauchée. On dirait bien. Elle possède aussi un appartement en ville. L'a acheté il y a 2 ans. Un petit endroit, une chambre, mais c'est le sien. Elle le loue, utilisant probablement ce revenu pour ses économies. Mes mains se sont crispées autour de ma tasse de café. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien, qu'elle était désespérée, qu'elle avait tout perdu. Elle a menti, a-t-il dit simplement. Je suppose qu'elle voulait le voyage gratuit et l'accès à votre mari. J'ai pris une profonde inspiration, puis une autre. La rage menaçait de faire surface, mais je l'ai repoussée. Quoi d'autre? Votre mari rencontre un avocat spécialisé en divorce depuis 6 mois. A déposé les papiers préliminaires il y a 3 semaines. Il prévoit de vous signifier les papiers juste après Thanksgiving, dans 2 semaines. Il a documenté des incidents présumés de votre comportement instable remontant à 18 mois. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux sont fabriqués. J'ai recoupé les dates avec votre emploi du temps, vos relevés de carte de crédit, même les caméras de circulation. La moitié des incidents qu'il prétend se sont produits alors que vous étiez manifestement ailleurs. Donc, il a fabriqué des preuves de manière extensive. Il a aussi 3 personnes prêtes à témoigner sur votre comportement. Je me suis renseigné sur eux, sa secrétaire, son partenaire commercial et un voisin. La secrétaire et le partenaire ont tous deux reçu des paiements suspects au moment où ils ont accepté de témoigner. 5 000 chacun, déguisés en prime. Le voisin est plus délicat, mais j'ai découvert que votre mari lui avait fait une consultation financière l'année dernière. Prétendument pro bono. Je suppose que c'était le paiement. Subornation de témoin. Subornation de parjure techniquement, ce qui est un crime. Il s'est adossé. Votre mari a commis plusieurs crimes. Fraude, falsification, parjure. Si vous présentez ces preuves correctement, il ne perdra pas seulement le procès de divorce. Il fera face à des accusations criminelles. Bien, ai-je dit froidement. L'enquêteur m'a regardé pendant un long moment. Vous n'allez pas me demander s'il y a une chance que vous vous trompiez. Si peut-être il y a une explication. Non. La plupart des gens, quand ils découvrent que leur conjoint les trompe, veulent croire qu'il y a une erreur, un malentendu. Je les ai entendus, ai-je dit dans sa voiture. J'ai entendu chaque mot. Il n'y a pas de malentendu. Il n'y a que de la trahison. Il a hoché la tête lentement. C'est juste. Que voulez-vous faire de tout ça? Je veux des copies de tout. Chaque photo, chaque reçu, chaque élément de preuve. Je veux que ce soit documenté et sauvegardé si minutieusement qu'aucun avocat, aucun juge, personne ne puisse l'ignorer. Vous l'aurez. Et pour les affaires criminelles? Vous allez à la police? Éventuellement, mais pas encore. Je veux qu'il fasse le premier pas. Je veux qu'il demande le divorce, présente ses fausses preuves, pense qu'il gagne, puis je l'enterrerai. Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier, a dit l'enquêteur, mais il y avait une pointe de respect dans sa voix. Trop tard. Vous êtes déjà de mon côté. Il a rassemblé les photos. J'aurai tout compilé et vous le livrerez d'ici la fin de la semaine. Fichier crypté, sauvegarde multiple. Personne ne pourra faire disparaître ça. Merci. Encore une chose, a-t-il dit en se levant pour partir. Votre sœur, vous voulez que je continue à creuser dans ses finances? Il y a peut-être plus à trouver. Oui, je veux tout savoir. Chaque mensonge, chaque secret, chaque saleté que vous pouvez trouver. C'est noté. Après son départ, je suis resté assise dans le café pendant une autre heure, fixant mon café froid, pensant que Victoria n'avait jamais été fauchée. Elle avait eu de l'argent, une propriété, un filet de sécurité. Elle avait menti sur le fait d'être désespérée juste pour emménager dans ma maison, juste pour se rapprocher de mon mari. Ce n'était pas un crime d'opportunité. Ce n'était pas quelque chose qui s'était juste produit. C'était prémédité, calculé, malveillant. Elle avait entrepris de me détruire depuis le début, et j'allais lui rendre l'appareil. La semaine suivante, c'était Thanksgiving. Eden a suggéré que nous organisions le dîner chez nous. Juste nous 3, a-t-il dit. Une célébration familiale tranquille. Famille. Le mot était un poison dans sa bouche. Ça a l'air parfait, ai-je dit. Victoria était ravie.
Je t'aiderai à cuisiner. Ce sera comme quand nous étions enfants, tu te souviens? Avant que maman et papa ne meurent, nous cuisinions toujours ensemble. Nous ne l'avions pas fait, en fait. J'avais cuisiné pendant qu'elle se plaignait de s'ennuyer. Mais je ne l'ai pas corrigée. Je me souviens, ai-je menti? Les jours précédents Thanksgiving étaient surréalistes. J'ai fait les choses machinalement, planifié le menu, fait les courses, nettoyé la maison, tout en regardant mon mari et ma sœur sur les caméras cachées, faisant l'amour dans mon lit, se moquant de moi, planifiant ma destruction. Je voulais crier, je voulais brûler la maison, je voulais leur faire du mal comme ils m'avaient fait du mal, mais j'ai souri, cuisiné et joué mon rôle. Le jour de Thanksgiving est arrivé, froid et gris. Je me suis levé tôt pour commencer la dinde. Victoria m'a rejointe vers 8 heures, toujours en pyjama. Café, ai-je demandé. S'il te plaît. Tu es levé tôt. Je n'arrivais pas à dormir. Trop excité par aujourd'hui. Elle a souri. Moi aussi. C'est bien, tu sais, d'avoir une famille, d'avoir ça. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, ma petite sœur, la fille que j'avais aidé à élever, la femme pour qui j'aurais donné ma vie. Elle m'a regardé en retour avec des yeux chaleureux et affectueux. Pas de culpabilité, pas de remords, rien que de l'amitié calculée. C'est bien, ai-je convenu. Je te suis reconnaissante. Je te suis reconnaissante aussi, a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Meilleure sœur du monde. Je l'ai serrée dans mes bras en retour et j'ai pensé à quel point ce serait satisfaisant de voir son monde s'effondrer. Eden est descendu vers 9 heures, m'a embrassé sur la joue, a pris un café, s'est installé pour regarder le football. Nous avons cuisiné toute la matinée. Dinde, farce, purée de pommes de terre, haricots verts, sauce au canneberge, tarte à la citrouille. La cuisine sentait incroyablement bon, comme un vrai Thanksgiving, comme une vraie famille. Autour de 15 heures, nous nous sommes assis pour manger. La table était magnifique. J'avais utilisé notre belle porcelaine, allumé des bougies, même mis des fleurs. C'est parfait, a dit Eden en levant son verre de vin. À la famille. À la famille, a fait écho Victoria, trinquant avec lui. À la famille, ai-je répété. Nous avons mangé. La nourriture était délicieuse, si je peux me permettre. Eden s'est resservi de tout. Victoria s'est extasiée sur la dinde. Tu es une si bonne cuisinière, a-t-elle dit. Je ne sais pas comment tu fais. De la pratique, ai-je dit. Des années de pratique. Eh bien, celui qui finira avec toi aura de la chance, a dit Victoria. Tu es le package complet. Intelligente, talentueuse, attentionnée. Eden a tellement de chance de t'avoir. Eden a hoché la tête, la bouche pleine. Très chanceux. J'ai eu envie de rire. L'audace de, assis à ma table, mangeant ma nourriture, me complimentant tout en prévoyant de me détruire. C'est moi qui ai de la chance, ai-je dit à la place. J'ai un mari merveilleux et une sœur merveilleuse. Que pourrais-je demander de plus? Victoria a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Tu mérites tout le bonheur du monde. Toi aussi, ai-je dit en serrant la sienne en retour. Après le dîner, nous avons regardé des films, des classiques des fêtes. Victoria et moi avons partagé une couverture sur le canapé. Eden était assis dans son fauteuil. Nous avons ri au moment drôle, cité des répliques que nous avions entendues 100 fois. C'était parfait, parfaitement faux. Vers 23 heures, je suis allé me coucher. Eden est resté pour regarder un autre film avec Victoria. J'ai fait semblant de dormir quand il est finalement venu se coucher 1 heure plus tard, mais je ne dormais pas. Je regardais les images de la caméra cachée sur mon téléphone sous les couvertures. Après qu'Eden soit monté, Victoria avait sorti son téléphone et commencé à envoyer des messages. Je ne pouvais pas voir à qui elle écrivait, mais je pouvais voir son visage, le sourire narquois, la satisfaction. Je vérifierais son téléphone plus tard, découvrirais à qui elle se vantait de sa tromperie réussie. Le lendemain matin, Black Friday, Eden a annoncé qu'il devait aller au bureau. Désolé, chérie. Des trucs de fin d'année. Tu sais comment c'est. Je sais, ai-je dit. Fais ce que tu as à faire. Il est parti vers 10 heures. Victoria a décidé d'aller faire du shopping. Tu veux venir, a-t-elle demandé. Non merci. Je pense que je vais juste me détendre. D'accord,
je reviens plus tard. Elle est partie aussi. Dès que j'ai été seul, je me suis mise au travail. D'abord, le bureau d'Eden. Je me suis de nouveau connecté à son ordinateur. Il n'avait toujours pas changé le mot de passe et j'ai trouvé de nouveaux emails. Il avait prévu une réunion avec son avocat spécialisé en divorce pour lundi prochain. Prêt à aller de l'avant, avait-il écrit. Déposons les papiers. Je veux que ce soit fait d'ici le nouvel an. Compris, avait répondu l'avocat. J'aurai tout prêt. Compte tenu des preuves de son instabilité, cela devrait être simple. Une semaine. Il demandait le divorce dans une semaine. Parfait. J'ai aussi trouvé un email à ses partenaires commerciaux envoyé hier. Pour info, la situation personnelle pourrait se compliquer bientôt. Je divorce d'Elena. Je pourrais avoir besoin de prendre un peu de temps libre pour régler des problèmes juridiques. Je vous tiendrai au courant. Désolé d'apprendre ça, avait répondu un partenaire. On peut faire quelque chose? Juste faire en sorte que l'entreprise fonctionne sans problème. Je m'occuperai de mon désordre personnel. Son désordre personnel. C'est ce que j'étais. J'ai pris des captures d'écran, les ai ajoutées à mon dossier de preuves toujours croissant. Puis je suis allé dans la chambre de Victoria. Elle avait laissé son ordinateur portable. Elle ne pensait probablement pas en avoir besoin pour faire du shopping. Je me suis connecté et j'ai vérifié son activité récente. Elle avait envoyé des messages à quelqu'un nommé Alex. Je n'ai pas reconnu le numéro. Thanksgiving était hilarant, avait-elle écrit la nuit dernière. Elena a préparé ce repas énorme et était si fière d'elle. Pendant ce temps, Eden et moi n'arrêtions pas d'échanger des regards à travers la table. Elle n'avait aucune idée. C'est en fait un peu triste à quel point elle est inconsciente. Quand allez-vous rendre les choses publiques, avait demandé Alex. Bientôt. Eden demande le divorce la semaine prochaine. Une fois que ce sera finalisé, nous pourrons enfin être ensemble ouvertement. J'ai tellement hâte. Et Elena? Et Elena quoi? Elle s'en sortira. Retournera probablement à sa petite vie ennuyeuse, à son petit travail ennuyeux, prendra peut-être des chats. Honnêtement, on lui rend service. Elle a besoin d'apprendre qu'être gentille et domestique ne vous rend pas intéressante. Tu es terrible, a écrit Alex. Mais je pouvais voir l'émoji qui rit. Quiconque s'était trouvé la cruauté de Victoria drôle. Je suis honnête, a répondu Victoria. Elena est ennuyeuse. Elle l'a toujours été. Même quand nous étions enfants, elle était la responsable, la bonne, l'ennuyeuse. Je suis juste meilleur qu'elle à tous les égards. Et maintenant j'ai la preuve. J'ai eu son mari. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, un dernier vestige d'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, Victoria ressentait ne serait-ce qu'une once de culpabilité. Il n'en ressentait aucune. Il appréciait ça. J'ai fait une capture d'écran de toute la conversation, l'ai ajoutée à mon dossier. Puis je suis allé dans son application bancaire. Elle avait enregistré le mot de passe. J'ai regardé ses comptes. 47 000 $ d'économie. Un revenu locatif régulier d'un appartement que je ne savais pas qu'elle possédait. Des dépôts réguliers que je ne pouvais pas tracer. Elle mentait sur le fait d'être fauchée depuis 5 ans. 5 ans de « je ne peux pas payer le loyer » et « je n'ai pas d'argent pour les courses » et « peux-tu m'aider avec cette facture ?» 5 ans où je l'ai soutenue, payé pour tout, lui ai offert un trajet gratuit. J'ai eu envie de crier, de détruire quelque chose. Au lieu de ça, j'ai pris des captures d'écran, tout documenté, ajouté au dossier. Puis je me suis assise sur son lit, le lit que je lui avais fourni dans la chambre que je lui avais donnée dans la maison que je lui avais ouverte et j'ai senti le dernier morceau de mon cœur se transformer en glace. Le week-end est passé. J'ai maintenu mon masque, souri, ri, fait semblant. Lundi est arrivé. Eden est allé au bureau de son avocat. Je le savais parce que je suivais son téléphone. Une autre application que j'avais secrètement installée. Je suis allé au travail, et donné mes cours, corrigé mes copies, agi normalement, mais à l'intérieur, je comptais à rebours. D'un jour à l'autre, il demanderait le divorce. D'un jour à l'autre, tout cela commencerait. J'étais prête. Mardi soir, Eden est rentré avec des fleurs. C'est pourquoi, ai-je demandé. Ai-je besoin d'une raison pour acheter des fleurs à ma belle femme, a-t-il dit en m'embrassant. Je les ai prises,
les ai arrangées dans un vase, lui ai souri. Merci. Elles sont magnifiques. Tu es magnifique, a-t-il dit. Cette nuit-là, il m'a fait l'amour lentement, tendrement, comme s'il s'en souciait vraiment. C'était la chose la plus cruelle qu'il ait faite jusqu'à présent. Après, alors qu'il dormait, je suis allé à la salle de bain et j'ai jeté les fleurs à la poubelle. Mercredi, j'ai reçu un appel de mon détective privé. Il a déposé ce matin, a-t-il dit. Les papiers de divorce, vous serez bientôt signifiés. Quand? Ça pourrait être n'importe quel jour. Ils envoient généralement un huissier à votre travail ou à votre domicile. Bien. Je suis prête. Vous en êtes sûr? Une fois que vous répondrez avec vos preuves, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va devenir moche. C'est déjà moche, ai-je dit. Je le rends juste visible. Jeudi, l'huissier est venu à mon travail, m'a remis une enveloppe devant mes collègues. Elena Castellano, vous avez été signifiée. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mes collègues me fixaient. Tout va bien, a demandé l'un d'eux. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. J'ai attendu d'être dans ma voiture pour l'ouvrir. Papier de divorce, requête en dissolution de mariage déposée par Eden Whitmore. Motif, différence irréconciliable due à l'instabilité émotionnelle et au comportement irrationnel de la requérante. J'ai lu tout le document. Il demandait la maison, la majorité des biens, même une pension alimentaire. Et en pièces jointes se trouvaient ces pièces à conviction, des déclarations de témoins, des emails que j'étais censé avoir envoyés, des documents sur des incidents qui ne s'étaient jamais produits. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai ri. J'ai vraiment ri. Il l'avait fait. Il avait vraiment déposé sa demande. Présenté ses preuves fabriquées. Montré son jeu. C'était à mon tour. J'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocate, la vraie que j'avais engagée des semaines auparavant. Son nom était Patricia Cole, et c'était un requin en tailleur-pantalon. Il a déposé, ai-je dit en lui tendant les papiers. Elle les a lus, son expression s'assombrissant. C'est audacieux. La moitié de ça est manifestement faux. Je sais. Je peux tout prouver. Alors enterrons-le. Nous avons passé les 2 heures suivantes à préparer ma réponse. J'ai fourni toutes mes preuves, les emails, les relevés bancaires, les images de la caméra cachée, le rapport du détective privé, tout. Les yeux de Patricia se sont agrandis en parcourant le tout. C'est le dossier de preuves le plus complet que j'ai jamais vu, a-t-elle dit. Vous avez tout documenté. Je voulais être minutieuse. Vous l'êtes. Avec ça, nous pouvons non seulement gagner le procès de divorce, mais aussi engager des poursuites pénales. Fraude, falsification, parjure, détournement de fonds. Votre mari va en prison. Bien. Et la sœur? Que pouvons-nous faire contre elle légalement? Patricia a réfléchi un instant. L'aliénation d'affection est difficile à prouver dans la plupart des États, et même quand c'est possible, ça n'en vaut rarement la peine. Mais elle l'a aidé à cacher des biens. Elle était au courant de la fraude et y a participé activement. Nous pourrions peut-être engager des poursuites civiles. La poursuivre pour dommages et intérêts. Faites-le. Ce sera cher. Rien qu'en frais de justice. Je m'en fiche. Faites-la payer. Patricia a hoché la tête. Je rédigerai une réponse à la requête de divorce et la déposerai la semaine prochaine. Nous demanderons une audience d'urgence étant donné les preuves de dissimulation de biens. Ensuite, nous irons à la police avec les affaires criminelles. Parfait. Encore une chose, a dit Patricia. Êtes-vous préparé à la laideur que cela va prendre? Votre mari se défendra. Votre sœur aussi. Ils essaieront de vous discréditer, de vous attaquer, de vous faire passer pour une mauvaise personne. Laissez-les essayer. Ils pourraient aller voir votre employeur, essayer de vous faire virer, prétendre que vous êtes instable. J'ai des documents de mon thérapeute prouvant que je suis parfaitement stable et j'ai été employé du mois 3 fois l'année dernière. Mon employeur me connaît. Bien. Et les amis, la famille? Ils essaieront de monter les gens contre vous. Je n'ai pas beaucoup de famille et mes amis verront qui sont mes vrais amis. Patricia m'a étudié pendant un long moment. Vous êtes différente de la plupart des clients que je vois dans votre situation. Comment ça? La plupart des gens sont émotifs, en colère, blessés, s'effondrent. Vous êtes froide,
calculatrice, concentrée. Est-ce que c'est un problème? Non. Ça facilite mon travail. Assurez-vous juste de prendre soin de vous. La vengeance est satisfaisante, mais elle ne guérira pas la blessure. Je ne cherche pas à guérir, ai-je dit. Je cherche la justice. Vous l'aurez, a-t-elle promis. J'ai quitté son bureau en ressentant quelque chose de proche de la satisfaction. La fin du jeu était en marche. Bientôt, très bientôt, Eden et Victoria apprendraient ce que ça faisait de tout perdre. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et je les ai trouvés tous les deux là, m'attendant. Eden avait l'air sombre. Victoria avait l'air nerveuse. Elena, a dit Eden. Nous devons parler. J'ai posé mon sac à main. D'accord. Nous nous sommes assis dans le salon, Eden et Victoria sur le canapé, moi dans le fauteuil en face d'eux. Je suppose que tu as reçu les papiers aujourd'hui, a dit Eden. Je les ai reçus. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, a-t-il dit. Et il avait l'air sincère. La manipulation était impressionnante. Je suis malheureux depuis longtemps. Je pense que toi aussi. C'est la meilleure chose pour nous deux. Je vois. J'espère que nous pourrons faire ça civilement. Pas de dispute, pas de drame, juste une rupture nette. À quoi ressemble une rupture nette, ai-je demandé. Il s'est tortillé mal à l'aise. Eh bien, j'ai demandé la maison et la plupart des biens parce que, franchement, j'ai été le principal soutien de famille tout au long de notre mariage. Tu as ton travail, tes revenus. Tu t'en sortiras. Je suis prêt à être généreux avec le règlement si tu ne le contestes pas, généreux comment? 50 000 $, plus ta voiture et tu peux prendre tous les objets personnels que tu veux. J'ai fait le calcul dans ma tête. Nos biens matrimoniaux valaient plus d'1 million. Il m'offrait 50 000 $, moins de 5%. Ça me semble juste, ai-je dit. Ils ont tous les deux eu l'air surpris. Eden s'est remis le premier. Vraiment? Tu es d'accord avec ça? Pourquoi ne le serais-je pas? Comme tu l'as dit, tu as été le principal soutien de famille et j'ai mon travail. Je m'en sortirai. Eh bien, bien. C'est super, Elena. Vraiment mature de ta part. J'essaie. Victoria a parlé pour la première fois. Tu vas bien? Je veux dire, émotionnellement. Je l'ai regardée. Ma sœur, ma traîtresse. Je vais bien, ai-je dit. Honnêtement, je pense qu'Eden a raison. Nous sommes malheureux depuis un moment. C'est probablement pour le mieux. Vraiment, a demandé Victoria. Tu n'es pas contrarié? Bien sûr que je suis contrarié, mais je suis aussi réaliste. Parfois, les relations se terminent. C'est triste, mais c'est la vie. Eden s'est levé. Je suis content que tu sois si raisonnable à ce sujet. J'avais peur que tu... Eh bien, peu importe. Merci de rendre les choses faciles. De rien, ai-je dit. Il est monté, probablement pour appeler son avocat et se vanter de la facilité avec laquelle je rendais les choses. Victoria est restée sur le canapé, me regardant avec une inquiétude qui semblait presque authentique. Tu es sûr que tu vas bien, a-t-elle demandé. Je vais bien, Vic. Vraiment. Tu peux me parler de tout. Je suis là pour toi. L'audace. L'audace a coupé le souffle. Je sais, ai-je dit. Tu as toujours été là pour moi. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse demander. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai serrée dans mes bras en retour et j'ai pensé à quel point ce serait doux quand elle comprendrait enfin ce qu'elle avait fait. Quand elle ferait enfin face aux conséquences. Je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime aussi, ai-je menti. Une semaine plus tard, mon avocate a déposé ma réponse à la requête de divorce d'Eden. Elle faisait 60 pages. Elle incluait chaque élément de preuve que j'avais rassemblé, chaque email, chaque relevé bancaire, chaque document falsifié, chaque mensonge, et elle demandait une audience d'urgence en raison de preuves de fraude et de dissimulation de biens. Le juge l'a accordé, a fixé une date d'audience pour 3 jours plus tard. Eden l'a appris quand son avocat l'a appelé cet après-midi-là. J'étais à la maison quand c'est arrivé. J'avais pris ma journée. Je l'ai entendu au téléphone dans son bureau, sa voix devenant de plus en plus forte. Que voulez-vous dire, elle a déposé une contre-requête? Quelle preuve? C'est impossible.
Elle ne sait pas. Comment diable a-t-elle obtenu ça? Une longue pause. Je me fiche de ce que vous devez faire. Faites disparaître ça. Oui, je sais que c'est grave. Réglez ça. Il a raccroché le téléphone violemment. Je l'ai entendu faire les 100 pas. Puis il est descendu, le visage rouge. Elena, nous devons parler maintenant. J'étais dans la cuisine, préparant calmement du thé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais ce qui ne va pas. Tu as déposé une réponse avec des preuves. Des preuves? C'est vrai. Je les ai fournies. Où as-tu obtenu ces informations? Tu m'as espionné? Aurais-je dû? Ne joue pas à des jeux. As-tu engagé un détective privé? As-tu fouillé mon ordinateur? Pourquoi? Y a-t-il quelque chose sur ton ordinateur que je devrais savoir? Ses mains se sont serrées en poing. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper, mais il ne l'a pas fait. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit. Tu ne peux pas simplement m'embusquer comme ça. Comme tu m'as embusqué avec les papiers de divorce. C'est différent. Comment? Parce que tu. Il s'est arrêté, a pris une inspiration. Écoute, tu es clairement contrarié, mais ce n'est pas la façon de gérer ça. Nous pouvons encore régler ça raisonnablement. Je pensais que j'étais raisonnable. Je présente juste des preuves. Des preuves de quoi? Des conversations privées. C'est illégal. Vraiment? Je devrais vérifier avec mon avocat. Oh, attends. Je l'ai déjà fait. Il s'avère qu'enregistrer des conversations dans ma propre maison sur ma propre propriété est parfaitement légal. Son visage est devenu pâle. Tu nous as enregistrés? J'ai tout enregistré. Depuis combien de temps? Assez longtemps. Victoria est apparue dans l'embrasure de la porte. Que se passe-t-il? Eden, pourquoi cries-tu? Elle sait, a-t-il dit. Elena est au courant pour nous. Le visage de Victoria est devenu blanc. Quoi? Elle a des preuves, des enregistrements. Elle a déposé une sorte de contre-requête avec tout. Victoria m'a regardé. Pour la première fois depuis que j'avais découvert leur liaison, j'ai laissé tomber mon masque. Je l'ai laissé voir la froideur dans mes yeux, la haine. Tu nous as espionnés, a-t-elle chuchoté. J'ai documenté la vérité, ai-je corrigé. Depuis combien de temps? Depuis que je me suis caché sur la banquette arrière de la voiture d'Eden et que je vous ai entendu parler de moi, de ma pathéticité, de mon ennui, de votre impatience à tout me prendre et à me laisser sans rien. Les mains de Victoria ont volé à sa bouche. Oh mon Dieu! Oui. Oh mon Dieu! J'ai siroté mon thé. Tu avais raison sur une chose, cependant. Tu mérites un Oscar. Ta performance a été incroyable. La sœur aimante, l'invitée reconnaissante, tout ça pendant que tu couchais avec mon mari et que tu prévoyais de détruire ma vie. Elena, je peux t'expliquer. S'il te plaît, ne le fais pas. J'ai assez entendu tes mensonges. Eden s'est avancé. Écoute, nous t'avons clairement blessé, et je suis désolé, mais cette vendetta que tu mènes, ça ne te fera pas te sentir mieux. Tu as raison, ai-je convenu. Mais ça te fera te sentir plus mal. Et honnêtement, ça me suffit. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé. Tu veux la maison, l'argent? Très bien, prends-les. Laisse juste tomber les affaires criminelles. Affaires criminelles? Ne joue pas à l'idiote. Ton avocat menace d'aller à la police à propos des comptes. Oh, tu veux dire la fraude, la falsification, le détournement de fonds, ces affaires criminelles. Je n'ai pas détourné de fonds. Tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour des voyages personnels. C'est du détournement de fonds. Tu as falsifié ma signature sur des documents légaux. C'est de la falsification. Tu as caché des biens matrimoniaux et créé de fausses preuves pour le tribunal. C'est de la fraude. Et tu as payé des gens pour mentir sous serment. C'est de la subornation de parjure. Dois-je continuer? Eden et Victoria ont échangé des regards terrifiés. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Victoria tranquillement. Nous punir? Nous ruiner? Est-ce que ça te rendra vraiment heureuse?
Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée. Ma petite sœur. Heureuse? Rien ne me rendra heureuse. Tu as détruit ça. Mais te voir faire face aux conséquences, te voir tout perdre comme tu avais prévu de le faire pour moi. Oui, ce sera satisfaisant. Je suis ta sœur, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Ta seule famille. Tu as cessé d'être ma sœur le jour où tu as emménagé dans ma maison avec l'intention de séduire mon mari. Tu as cessé d'être ma famille quand tu as menti sur le fait d'être fauché alors que tu avais des dizaines de milliers à la banque. Tu as cessé de compter pour moi quand je t'ai entendu rire de ma pathéticité. Je ne pensais pas ces choses. Si, tu les pensais. Tu les as aussi écrites dans ton journal. Je l'ai lu. Tout. Chaque mot cruel, chaque mensonge, chaque moment où tu te félicitais de m'avoir trompé. Victoria s'est effondrée sur le canapé en sanglotant. Eden est resté figé, le visage livide. L'audience est dans 3 jours, ai-je dit. Je vous suggère de prendre tous les deux des avocats. Des bons. Vous en aurez besoin. Je suis passé devant eux, suis monté et me suis enfermé dans la chambre d'amis. Derrière moi, j'ai entendu les sanglots de Victoria et les appels téléphoniques frénétiques d'Eden, et je n'ai rien ressenti. Rien que de la satisfaction froide et claire. L'audience était fixée au vendredi matin à 10 heures. Je portais un tailleur bleu marine conservateur, les cheveux tirés en arrière, un maquillage minimal. J'avais l'air professionnel, stable, calme. Eden est arrivé avec son avocat et 2 associés. Il avait l'air terrible, hagard, comme s'il n'avait pas dormi. Victoria n'était pas là. Elle n'était pas partie au divorce, juste ma sœur, ma traîtresse, mais pas légalement impliquée pour l'instant. La juge était la même femme qui avait accordé l'audience d'urgence. La juge Catherine Reeves, la soixantaine, les yeux vifs, pragmatiques. Commençons, a-t-elle dit. Monsieur Whitmore, vous avez demandé le divorce pour cause d'instabilité émotionnelle de votre femme et avez demandé la majorité des biens matrimoniaux. Est-ce exact? Oui, votre honneur, a dit l'avocat d'Eden. Et Madame Castellano, vous avez déposé une contre-requête contestant ces affirmations et présentant des preuves de fraude et de dissimulation de biens. Correct? Oui, votre honneur, a dit Patricia. J'ai examiné les 2 dossiers. J'ai aussi examiné les pièces à conviction de Madame Castellano, les 60 pages. La juge Reeves a regardé Eden par-dessus ses lunettes. Monsieur Whitmore, avez-vous falsifié la signature de votre femme sur des documents de prêt? Votre honneur, je peux expliquer. C'est une question par oui ou par non. L'avocat d'Eden lui a chuchoté quelque chose. Eden a dégluti difficilement. Oui, mais... Avez-vous systématiquement transféré des biens matrimoniaux sur des comptes à votre seul nom? Oui, mais j'étais le principal soutien de famille. Avez-vous créé de fausses preuves de l'instabilité émotionnelle présumée de votre femme? Votre honneur, si je pouvais juste. Répondez à la question. Oui. La juge Reeves s'est adossée. Avez-vous payé 3 personnes pour fournir de faux témoignages sur le comportement de votre femme? Silence. Monsieur Whitmore. Oui. La juge l'a regardé avec un dégoût non dissimulé. En 23 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de divorces difficiles, mais celui-ci. Elle a secoué la tête. C'est l'un des cas de fraude les plus flagrants que j'ai rencontrés. Elle s'est tournée vers moi. Madame Castellano, vous demandez la divulgation complète de tous les comptes, la restitution complète des biens matrimoniaux et une part majoritaire des biens en compensation de la fraude. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Vous demandez aussi que ce tribunal renvoie cette affaire au procureur de district pour une enquête criminelle. Oui, votre honneur. Elle a hoché la tête. Demande accordée. Toute. Eden s'est levé. Votre honneur, s'il vous plaît. Asseyez-vous, monsieur Whitmore. Je n'ai pas fini. Il s'est assis. Le tribunal conclut que vous vous êtes livré à une fraude systématique contre votre femme. Vous transférerez immédiatement tous les biens cachés sur des comptes joints. Vous fournirez une divulgation complète de tous les comptes financiers, avoirs et actifs. Vous vous soumettrez à une expertise comptable de toutes les finances matrimoniales, et Madame Castellano recevra 65% de tous les biens matrimoniaux en compensation de votre fraude. Votre honneur, ce n'est pas juste. Juste?
La voix de la juge Reeves aurait pu couper du verre. Vous avez systématiquement volé votre femme. Vous avez falsifié des documents légaux. Vous avez créé de fausses preuves et soudoyé des témoins, et vous me parlez de justice. L'avocat d'Eden a posé une main sur son bras, le faisant taire. De plus, a poursuivi la juge, je vous ordonne de quitter immédiatement le domicile conjugal. Madame Castellano en conservera la possession exclusive en attendant la dissolution finale. Vous avez 48 heures pour retirer vos effets personnels. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas le souci du tribunal. Vous auriez dû y penser avant de commettre une fraude. Elle s'est tournée vers Patricia. Maître, veuillez fournir au tribunal les noms des personnes que M. Whitmore a soudoyées pour donner de faux témoignages. Je renverrai également ces cas pour enquête. Oui, votre honneur. Quant au divorce lui-même, ce tribunal accorde la requête de dissolution de Madame Castellano pour cause d'adultère et de fraude. Le mariage est dissous avec effet immédiat. Monsieur Whitmore, vous avez 30 jours pour vous conformer à toutes les exigences de divulgation de biens. Le non-respect entraînera des poursuites pour outrage au tribunal. Sommes-nous clairs? Oui, votre honneur, a dit Eden tranquillement. Bien. Cette audience est levée. Elle a frappé son marteau. C'était fini. J'avais gagné. À l'extérieur de la salle d'audience, Eden a essayé de m'approcher. Patricia s'est interposée entre nous. Ma cliente ne souhaite pas vous parler. Elena, s'il te plaît, juste une minute. Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais aimé. Cet homme en qui j'avais confiance. Cet homme qui m'a détruite. Tu n'as rien à dire que je veuille entendre, ai-je dit. Je suis désolé. Je sais que tu ne me crois pas, mais je le suis. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Tu as voulu chaque instant. Tu l'as planifié pendant 3 ans. Tu ne t'attendais juste pas à te faire prendre. Que va-t-il se passer maintenant? Pour moi. Ça dépend du procureur de district. Mais si j'étais toi, je prendrais un bon avocat pénaliste. Et Victoria, et elle? Tu vas la poursuivre aussi? Oui. C'est ta sœur. C'était ma sœur. Maintenant, c'est juste quelqu'un qui m'a trahi. Je me suis tourné vers Patricia. Je suis prête à partir. Nous sommes partis, laissant Eden debout sur les marches du palais de justice, seul et brisé. La nouvelle s'est répandue rapidement. En quelques jours, tout le monde était au courant. Mes collègues, mes amis, les partenaires commerciaux d'Eden, l'employeur de Victoria. La réponse a été partagée. Certaines personnes étaient solidaires, horrifiées par ce qu'Eden et Victoria avaient fait, offrant sympathie et aide. D'autres pensaient que j'étais allé trop loin, que j'étais vindicative, que j'aurais dû divorcer tranquillement et passer à autre chose. Je me fichais de ce qu'ils pensaient. Les partenaires commerciaux d'Eden m'ont contacté une semaine après l'audience. Ils voulaient me rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. 2 hommes dans la cinquantaine, Robert Arthur et Michael Torres, les partenaires d'Eden dans son cabinet de conseil financier. Madame Castellano, a dit Robert. Merci de nous rencontrer. Que voulez-vous? Nous voulons nous excuser. Nous n'avions aucune idée de ce qu'Eden faisait. La fraude, le détournement de fonds. Vous ne saviez pas qu'il utilisait les fonds de l'entreprise pour des voyages personnels. Ils ont échangé des regards. Nous étions au courant des voyages. Ils prétendaient qu'ils étaient pour le développement de la clientèle. Nous n'avions aucune raison de douter de lui. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, a convenu Michael. Nous avons mené notre propre audit. Eden détourne de l'argent de l'entreprise depuis au moins 2 ans, probablement plus longtemps. Nous estimons à environ 200 000 $. J'ai sifflé bas. C'est beaucoup. Nous portons plainte, a dit Robert. Nous voulions que vous le sachiez au cas où cela affecterait votre affaire. Ça ne fait pas de mal, ai-je dit. Nous voulions aussi vous offrir quelque chose, a dit Michael. Eden possède 40% de l'entreprise. Étant donné qu'il va probablement en prison, il devra vendre sa part. Nous aimerions vous l'offrir en premier. J'ai cligné des yeux. Vous voulez que j'achète des parts dans l'entreprise? Nous savons que vous avez un règlement financier à venir et vous avez un bon sens des affaires. Nous nous sommes renseignés sur vous. Vous êtes intelligente, capable et manifestement minutieuse.
Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un comme vous. Je suis professeur de littérature. Vous l'êtes. Vous pourriez être propriétaire d'une entreprise. Pensez-y, j'y ai pensé, pendant environ 5 secondes. Non, merci. J'apprécie l'offre, mais je n'ai aucun intérêt à être lié à quoi que ce soit qu'Eden ait touché. Ils ont hoché la tête, comprenant. C'est juste. L'offre tient si vous changez d'avis. Après leur départ, je suis resté assise dans le café et j'ai pensé à la chute d'Eden. Ses partenaires commerciaux portaient plainte. Son entreprise s'effondrait. Sa réputation était détruite. Bien. Victoria m'a appelé 3 jours après l'audience. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Elena, c'est moi. Je sais que tu ne veux pas me parler. Je ne t'en veux pas, mais j'ai besoin que tu saches. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. J'ai été égoïste et cruel, et je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis ta sœur. Nous sommes du même sang. Nous sommes tout ce qui nous reste de notre famille. S'il te plaît, parle-moi juste. Donne-moi une chance de m'expliquer, de m'excuser correctement. S'il te plaît. J'ai supprimé le message vocal. Elle a rappelé encore et encore. Je n'ai jamais répondu. Puis elle s'est présentée chez moi. La maison qui était maintenant uniquement la mienne. La maison qu'Eden avait été forcé de quitter. J'ai ouvert la porte et l'ai trouvée sur mon porche, l'air terrible. Les yeux gonflés, les cheveux en désordre, pas de maquillage. Que veux-tu? Ai-je demandé. M'excuser. M'expliquer. Te supplier de me pardonner. S'excuser? Je peux entrer? Non. Elle a tressailli. Elena, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je suis ta sœur, ta seule famille, et je te supplie. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. S'il te plaît, donne-moi une chance. Tu as eu des chances, des milliers. Chaque jour pendant 3 ans, tu as eu la chance de dire la vérité, d'arrêter de me trahir. Tu as choisi de ne pas le faire. J'étais amoureuse. Tu étais égoïste. Il y a une différence. Tu as raison. Tu as absolument raison. J'étais égoïste. Je suis égoïste, mais je peux changer. Je peux être meilleur. Juste. Ne me coupe pas de ta vie. S'il te plaît. Je l'ai regardé pleurer sur mon porche, implorant mon pardon. Je n'ai rien ressenti. Au revoir, Victoria, ai-je dit et j'ai fermé la porte. Elle a martelé dessus. Elena, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis ta sœur. Je suis parti. Finalement, elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Le procureur de district a déposé des accusations criminelles contre Eden 3 semaines après l'audience. Fraude, falsification, détournement de fonds, subornation de parjure, tous des crimes. Son procès était fixé pour mars, 4 mois plus tard. En attendant, il était en liberté sous caution, séjournant Dieu sait où. J'ai aussi déposé des poursuites civiles contre Victoria pour son rôle dans la fraude, pour la détresse émotionnelle, pour l'aliénation d'affection. Mon avocate m'a prévenu que ce serait difficile à gagner. Elle n'a rien falsifié elle-même, n'a pas directement caché de biens. Son implication était principalement un soutien moral. Alors, faisons en sorte que ça tourne autour de ça, de la façon dont elle l'a encouragé, l'a aidé, en a profité. Nous pouvons essayer, mais ne vous faites pas trop d'illusions. Je me fichais de savoir si nous gagnions ou perdions. Je voulais juste que Victoria ait à faire face à ce qu'elle avait fait publiquement, au tribunal, sous serment. Je voulais qu'elle souffre. Le procès pénal d'Eden a commencé en mars. Je n'étais pas obligé de témoigner, mais j'y ai assisté tous les jours, assise dans la galerie, et je l'ai regardé se tortiller. Le procureur a exposé l'affaire méthodiquement. Les signatures falsifiées, les comptes cachés, les témoins soudoyés, tout étayé par les preuves que j'avais fournies. La défense d'Eden était faible. En gros, qu'il avait été le principal soutien de famille et donc en droit de gérer les biens. Que ses méthodes avaient peut-être été peu orthodoxes mais n'étaient pas criminelles. Le jury n'y a pas cru. Ils ont délibéré pendant 3 heures.
sont revenus avec des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Eden est devenu pâle en entendant le verdict. Son avocat a posé une main sur son épaule. La sentence a été fixée 2 semaines plus tard. J'y ai assisté aussi. Le juge, différent du juge du divorce mais tout aussi peu impressionné, a condamné Eden à 5 ans de prison fédérale, 3 ans pour la fraude et le détournement de fonds, 2 supplémentaires pour le parjure, plus une restitution complète à moi et à ses partenaires commerciaux. Monsieur Whitmore, vous étiez dans une position de confiance, a déclaré le juge. En tant que consultant financier, les gens vous ont fait confiance avec leur argent. En tant que mari, votre femme vous a fait confiance avec sa vie. Vous avez trahi cette confiance systématiquement et sans remords. Cette peine reflète la gravité de vos crimes. Eden a été emmené menotté. Il a regardé en arrière une fois, ses yeux trouvant les miens dans la galerie. Je n'ai pas détourné le regard, n'ai montré aucune émotion, je l'ai juste regardé disparaître par la porte qui menait aux cellules. Parti. Le procès civil contre Victoria était prévu pour mai. Mais 2 semaines avant le début, son avocat a contacté le mien. Victoria voulait un arrangement. Combien, ai-je demandé à Patricia. Elle offre $20 000. C'est essentiellement tout ce qu'elle a, prends-le. Tu es sûr? Nous pourrions peut-être obtenir plus si nous allons au procès. Je ne veux pas plus. Je la veux fauchée et ruinée. Prends tout ce qu'elle a, nous avons trouvé un arrangement. Victoria m'a payé $20 000. Toutes ses économies. Elle a aussi dû vendre son appartement pour couvrir les frais de justice. Elle a déménagé hors de l'État. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente au détail en Arizona, vivant de chèque en chèque. Exactement ce qu'elle avait prévu pour moi. Cela fait 1 an que j'ai découvert la liaison. 1 an que mon monde a pris fin et s'est reconstruit en quelque chose de plus froid et de plus dur. J'ai eu tout ce que je voulais. La maison, l'argent, mon mari en prison, ma sœur ruinée, la justice, la vengeance, la victoire. Mais ça ne ressemble pas à une victoire. Ça semble vide. Je vis toujours dans la maison. J'ai redécoré. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, tout neuf. J'ai essayé d'effacer les souvenirs, mais ils sont toujours là, tapis dans les coins, se cachant dans les ombres. J'enseigne toujours au collège. Mes collègues savent ce qui s'est passé. Tout le monde sait, mais ils n'en parlent pas. Me lancent juste des regards sympathiques et évitent de poser des questions sur ma vie personnelle. Je vais toujours à la salle de sport. Je boxe toujours avec Tommy. Tu as eu ta vengeance, a-t-il dit une fois. Tu te sens mieux? Non. Je ne pensais pas était-ce la peine? Il a haussé les épaules. Ce n'est pas à moi de le dire. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. J'y pense beaucoup. Si ça en valait la peine, si j'aurais dû simplement partir, demander le divorce tranquillement, continuer ma vie. Mais ensuite je me souviens d'eux dans cette voiture. Leur rire, leur cruauté, leur manque total de remords. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Ils ont essayé de me détruire. Je les ai détruits en premier. Ce n'est pas une victoire. C'est de la survie. J'ai reçu une lettre le mois dernier d'Eden, envoyée de la prison fédérale. J'ai failli ne pas l'ouvrir, failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Chère Elena, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas au pardon. J'avais juste besoin de l'écrire. Je suis désolé. Je sais que ces mots ne signifient rien venant de moi. Je sais que j'ai détruit toute crédibilité que j'avais, mais ils sont vrais. J'ai été cruel avec toi. Impardonnablement cruel. J'ai menti. J'ai triché. J'ai volé. J'ai essayé de te détruire juste pour me faciliter la vie. Il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune justification. La prison vous donne beaucoup de temps pour réfléchir à la personne que vous êtes devenue. Je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas qui j'étais. Tu méritais mieux. Tu méritais un mari fidèle, un partenaire qui t'appréciait. Au lieu de ça, tu m'as eu. Et Victoria, j'espère que tu as trouvé le bonheur. J'espère que tu as tourné la page. J'espère que ta vie est tout ce que tu voulais qu'elle soit. J'espère que tu t'es pardonné pour tout ce que tu penses avoir fait de mal, parce que tu n'as rien fait de mal. C'était entièrement de ma faute. Je suis désolé, Eden.
J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai brûlée, les regarder se transformer en cendres dans ma cheminée. Les mots sont bon marché. Les excuses sont faciles, surtout quand on est en prison avec rien d'autre que du temps pour réfléchir à ses erreurs, mais elles n'annulent pas les dégâts. Ne guérissent pas les blessures. Ne ramènent pas la femme que j'étais. Cette femme est partie pour toujours. Tuée sur la banquette arrière d'une BMW, écoutant son monde s'effondrer. Et à sa place se trouve quelqu'un que je reconnais à peine. Quelqu'un de dur, de froid et de seul. J'ai gagné la guerre. Mais je me suis perdu dans le processus. Et je ne sais pas comment la retrouver. C'est mardi soir. Je suis assise sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil. Un verre de vin à la main. La brise de l'océan transporte l'odeur du sel et des algues. J'ai vendu la maison de banlieue il y a 6 mois. Je ne la supportais plus. Trop de fantômes, trop de souvenirs. J'ai acheté une petite maison près de la plage à la place. Je suis seul ici. Calme, paisible, solitaire. J'ai 39 ans maintenant. J'enseigne toujours, je boxe toujours, je continue de vivre ma vie machinalement. Toujours vide à l'intérieur. Eden sort dans 4 ans. 3 avec une bonne conduite. Parfois, je me demande ce qu'il fera quand il sera libéré, où il ira, qui il sera. Je m'en fiche. Il est mort pour moi. Un fantôme, un souvenir d'une autre vie. Victoria a essayé de me contacter une fois il y a environ 6 mois, a envoyé une lettre à mon travail. Je ne m'attends pas au pardon. Je veux juste que tu saches que je pense à toi tous les jours, que je regrette tout, que je suis désolé. Je sais que désolé ne suffit pas. Je sais que rien ne sera jamais assez, mais j'avais besoin de le dire. Tu étais la meilleure sœur qu'on puisse demander. Et j'ai détruit ça. J'ai nous détruit. Je t'ai détruite. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu as trouvé la paix. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, même si je n'en ai pas le droit. Victoria. Je n'ai pas répondu. J'ai juste classé la lettre avec toutes les autres preuves de leur trahison. Certaines blessures ne guérissent pas. Certaines trahisons ne sont pas pardonnées. C'en est une. Le docteur Morrison, mon thérapeute, m'a récemment demandé si j'avais des regrets. À propos de quoi, ai-je dit? À propos de la façon dont vous avez tout géré. La vengeance, les procès, tout ça. J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Non, ai-je finalement dit. Je ne regrette pas de leur avoir fait faire face aux conséquences. Ils l'ont mérité. Mais je regrette ce que ça m'a coûté. Qui je suis devenu? Qui j'ai dû devenir pour survivre à ça? Qui êtes-vous devenu? Quelqu'un que je n'aime pas beaucoup. Pouvez-vous devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous aimez? Je ne sais pas. Peut-être un jour. C'est un progrès, a-t-elle dit doucement. Vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. Je sais que je ne suis pas la femme naïve qui est montée dans cette voiture avec des pâtes faites maison et un cœur plein d'amour. Je sais que je ne suis pas la femme brisée qui s'est assise sur un parking en pleurant, écoutant sa vie prendre fin. Je suis quelqu'un de nouveau, de plus dur, quelqu'un qui sait que l'amour peut être un mensonge et que la famille peut être votre pire ennemi. Quelqu'un qui a appris que parfois, la seule personne sur qui on peut compter, c'est soi-même. Est-ce mieux? Est-ce pire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai survécu. Ils ont essayé de me détruire et j'ai survécu. Je me suis défendu. J'ai gagné. J'ai survécu. Et peut-être qu'un jour, ce sera suffisant. Le soleil s'est couché maintenant. Le ciel devient violet et orange. Les étoiles commencent à apparaître. Je finis mon vin, me lève, rentre à l'intérieur. Demain, je me réveillerai. J'irai au travail. Je donnerai mes cours. J'irai à la salle de sport. Je rentrerai à la maison. Répéter. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, survivre. Pas vivre. Pas encore, mais survivre. Et peut-être que c'est tout ce que je peux demander pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à vivre à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je survis juste. Et c'est assez. Passer à être.
C'est l'histoire de comment j'ai découvert la trahison de mon mari et de ma sœur et comment je les ai détruits tous les deux. Ce n'est pas une histoire heureuse. Il n'y a pas de héros ici. Pas de rédemption, pas de guérison, juste de la vengeance. Une vengeance calculée et brutale. Et la femme qu'elle a laissée derrière elle. Moi. Vide, seule, victorieuse, mais vivante, toujours vivante. Et parfois, dans les moments les plus sombres, je me dis que c'est assez. Que la survie est assez. Que la justice est assez. Même quand ça ne semble être rien du tout, même quand la victoire a un goût de cendre, même quand la vengeance me laisse plus brisé que la trahison ne l'a jamais fait, j'ai survécu et je les ai fait payer. Et ça doit être assez, parce que c'est tout ce que j'ai.